Alors, je vais commencer par merci à tout le monde de partager ce moment CPA, ce webinaire CPA sur un thème, sur le thème des biais cognitifs qui va être animé par Thierry Domland, qui est un expert en neurosciences. Voilà. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous, on en a pris en découvrant ce qu'il avait à nous raconter sur les biais cognitifs et sur ce que produisait notre cerveau. Alors pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne connaissent pas le CPA, le CPA c'est le Centre de perfectionnement aux affaires. C'est une école de formation pour dirigeants sur la région de Lyon-Grenoble. L'objectif de la formation, c'est deux choses en priorité. Il y en a beaucoup d'autres autour, mais c'est vraiment de développer une méthodologie de réflexion et d'analyse stratégique à travers beaucoup d'études de cas, un audit stratégique en situation réelle. Donc la stratégie est vraiment au cœur de ce programme de formation pour dirigeants, parce que derrière, bien sûr, pour une entreprise de taille, on va dire modeste, la réflexion stratégique ou les choix stratégiques sont vraiment très engageants et peuvent remettre en cause la vie d'une entreprise si jamais il y a de mauvais choix qui sont pris. L'autre pendant de la formation qui est aussi important que le premier, c'est le côté plutôt soft skill, donc un peu le thème de la soirée. C'est la confiance en soi, le développement personnel, c'est la capacité d'un dirigeant finalement à mettre en œuvre avec réussite tous les outils et les méthodes de travail qu'il voit au CPA, de façon à pouvoir déployer et mettre en œuvre avec succès ses choix stratégiques. On est une école hors les murs. Alors, on n'est vraiment pas du tout une école d'ailleurs, puisqu'on n'a pas on est une école hors les murs. On s'appuie sur beaucoup de partenaires. Le groupe de formation des Saint-Cyriens, l'école de guerre, Polytechnique, HEC Montréal, une psychologue en préparation mentale. Voilà, tout ça, ce sont des partenaires de très haut niveau qui permettent de nous accompagner dans la formation des dirigeants. Voilà, et puis nous, une promo se termine, une promo va démarrer et les inscriptions sont toujours en cours. Euh, voilà ce que j'avais à dire très brièvement sur la présentation du CPA. Donc maintenant, on peut passer à la, à la, à la conférence, au webinaire. Donc je vais passer la main à Thierry et je vais le laisser se présenter. On a également le privilège et le plaisir d'avoir Laurie qui nous a rejoint et qui a accepté de faire de jouer le rôle de témoin, qui est dirigeante de l'entreprise Pige Électronique, qui a fait son CPA en 2023. Et c'est elle qui prendra la parole ensuite, une fois que Thierry nous aura exposé son analyse et ses explications sur les biais cognitifs. Thierry, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous. Merci Jean-Noël pour cette introduction. Je vais me présenter brièvement. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans et ce qui me caractérise, c'est ma passion pour la stratégie d'entreprise et les neurosciences cognitives et comportementales appliquées euh, à la stratégie et, pardon, j'essaye d'enlever, voilà, euh, appliquées à la stratégie et aux organisations d'entreprise, pardon. Mais ce qui m'interroge le plus dans tout ça, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous faisons tous, nous dirigeants ou managers, autant d'erreurs dans nos prises de décision. Donc, déjà, vous êtes peut-être posé la question pourquoi il a choisi cette image. Certains, on voit peut-être un lac au pied de quelques montagnes avec une belle plage de sable au fond, mais est-ce que vous vous êtes posé la question
est-ce que ce serait pas plutôt une murette qui se trouve juste derrière des plantes au premier plan, avec son arase éclairée par le soleil? Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en vous. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on passe une petite demi-heure ce soir à essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière nos comportements cognitifs en abordant tout ça sur deux thèmes, donc le cerveau et les biais cognitifs. Pour commencer, je vous propose une définition qui fait consensus avec les experts du domaine. Un biais cognitif, c'est une distorsion automatique et inconsciente de notre perception de la réalité qui va fausser nos jugements et nos décisions. Alors, c'est à la fois simple et complet. Il faut savoir que les biais cognitifs, ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'on les étudie. Et si on les compare à l'évolution humaine, ben en fait, on les découvre que récemment. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir étudier le cerveau sur des humains vivants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, grâce à l'imagerie cérébrale. Donc cette imagerie cérébrale va donner du poids aux résultats scientifiques que l'on peut porter à toutes ces études, et je l'espère donner du poids à mes propos ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai sélectionné quelques informations qui me paraissent importantes. Ça concerne la croissance externe et ça concerne la transformation stratégique en général, ou après une section parentale, comme Laurie va peut-être nous l'expliquer tout à l'heure. La société Expleo, c'est une société, je ne sais pas si vous la connaissez, mais de type McKinsey, Accenture. Elle a réalisé récemment une étude sur environ 1000 entreprises afin de mesurer leur succès concernant leur projet de transformation stratégique. Et ce qu'elle mesure, c'est assez étonnant, c'est que un projet sur quatre réussit sa transformation d'un point de vue retour sur investissement. Et si maintenant on fait un petit focal sur ce qui se passe en France, à partir des données de la Banque de France, on peut voir que une entreprise sur cinq réussit d'un point de vue économique sa croissance externe. Donc ces chiffres qui sont quand même assez étonnants, parce que je ne pense pas que ça soit ces chiffres-là qu'on pense quand on parle de croissance externe et de transformation. Il doit nous interroger. Pourquoi tant de projets échouent-ils? Quels sont les pièges dans lesquels tombent les décideurs que nous sommes? Comment pouvons-nous améliorer ces résultats? Pour ça, quand on analyse les causes que nous proposent ces études, on peut trouver deux grandes familles comment dire, de réponses. La première, c'est nos connaissances en stratégie d'entreprise ne sont pas suffisantes. Donc vous n'êtes pas concerné puisque vous avez fait le CPA, vous avez pallié à ce problème. Mais l'autre, c'est l'intégration des neurosciences cognitives et comportementales dans notre mise en œuvre stratégique. Et ça, mon objectif ce soir, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est nécessaire. Pour appuyer ce dernier argument, je m'appuie sur deux informations. La première, c'est qu'en France, comme assez souvent sur certains sujets comme ceux-là, nous avons 15 ans de retard sur l'Amérique du Nord ou même les pays du Benelux en termes de neurosciences cognitives dans nos entreprises. La seconde, c'est une étude de l'Université de Boston qui a prouvé qu'une équipe de managers formés au biais cognitif fait 30% d'erreurs de décision en moins. Alors ça peut vous paraître peu, 30%, mais si on met les enjeux qui en face, c'est considérable. Donc avant de parler des biais, moi je vous propose d'aborder le fonctionnement du cerveau car il est primordial que vous repartiez ce soir en vous disant que toutes nos erreurs ne sont pas forcément dues à un biais cognitif. Donc j'ai pris l'exemple de la vue. Donc l'œil est ainsi fait que pour percevoir la réalité qui est devant vous, comme l'écran que vous avez devant vous, nous avons besoin de capteurs spécifiques. Donc là, ici, on a besoin d'une rétine qui va capter les informations. Ces informations vont être, comment, pas numérisées, elles vont être transformées en signaux électriques qui vont transiter par le nerf optique jusqu'au cerveau. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de comment est composée la rétine, mais il y a deux éléments qui sont importants dans la rétine. C'est les cônes, qui ont une fonction principale, c'est de capter les couleurs. Et il y a un autre élément qui s'appelle le bâtonnet, enfin, ou les bâtonnets,
qui, eux, captent les nuances d'intensité de lumière. Et toutes ces informations vont transiter par nerf optique jusqu'à notre cerveau qui va digérer cette information. Pour comprendre, essayer de toucher du doigt ce qui se passe derrière ce que je viens de dire, j'ai essayé de schématiser le mécanisme par une image. L'image du petit déjeuner que vous avez peut-être eu ce matin. Donc ici, vous voyez un point vert. Ce point vert, il représente la connexion du nerf optique sur la rétine. Alors, je l'ai mis en vert, c'est pour que vous puissiez le repérer facilement, mais cette connexion, en fait, génère un trou noir dans lequel on capte strictement rien, ni de lumière, ni de couleur. Donc, normalement, vous devriez tout le temps avoir deux trous dans votre regard. Il faut comprendre, pardon. Oui, donc je parlais des cônes. Les cônes, eux, captent des couleurs. Et là, on voit sur cette image qu'en fait, on n'a pas suffisamment de cônes pour déchiffrer toutes les couleurs de notre champ de vision. Donc là, j'ai matérialisé ce que les cônes sont capables de capter. Et les nuances de gris, c'est ce que captent les bâtonnets qui sont dans votre rétine pour comment dire, capter les nuances de lumière de l'image. Et puis à droite, je vous ai mis la photo, c'est ce que va traduire votre cerveau. Donc pour vous faire une belle photo qui a du sens, qui est jolie, enfin, qui correspond à un certain nombre de règles, mais tout ça, vous le faites inconsciemment. Donc, on a vraiment, le cerveau, c'est vraiment une machine formidable. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que le cerveau ne supporte pas les situations ambiguës. Donc, c'est vrai dans la vue, c'est vrai dans tous les sens de base, comme le toucher ou l'ouïe. Mais ça marche aussi sur nos réflexes primitifs, comme la décision instinctive, le réflexe émotionnel ou les comportements sociaux. Donc là, c'est plus complexe à comprendre ce qui se passe. Et tout ça, je vous le raconte parce que je voudrais introduire cette fameuse phrase philosophique d'Alfred Korzybski qui est «La carte n'est pas le territoire». Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, ce philosophe? Il nous dit «Attention, chacun se fait une représentation de la réalité comme la carte essaie de représenter un territoire». Donc, il faut retenir que personne, ni vous ni moi, ne détient la réalité. On détient qu'une interprétation. Et c'est la même chose dans vos entreprises. Et ce qu'il faut retenir de ce message, c'est, eh ben, construisons nos décisions collectivement, ne restons pas seuls. Alors, les biais cognitifs dans tout ça, je voudrais finir un petit peu sur le cerveau. C'est que ce cher cerveau reçoit un flux massif d'informations chaque seconde provenant de nos capteurs. S'il fallait traiter analytiquement toutes ces informations, notre cerveau consommerait tellement d'énergie que nous ne pourrions pas vivre. Donc le cerveau, pour notre survie, tout simplement, il va filtrer et ça, il va le faire à votre insu, vous n'en êtes pas conscient. Mais malgré tout, l'information qu'il nous envoie à notre cortex préfrontal, donc la partie qui nous permet de faire les analyses, eh bien, ces informations et les décisions qu'on aura prises, il va les transformer en raccourcis mentaux. Ces raccourcis vont nous permettre de pouvoir prendre des décisions plus tard sur des situations similaires sans faire d'analyse particulière et comme ça, on va économiser de l'énergie et on va petit à petit pouvoir faire de plus en plus de choses. Donc c'est comme ça qu'on a appris à manger, qu'on a appris à marcher, ou tout simplement attraper un ballon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous approchez votre fourchette dans la bouche ou vous attrapez une balle, vous vous posez plus de questions, vous le faites systématiquement. Ces raccourcis, en neurosciences, on les appelle des heuristiques. Pour comprendre nos comportements par rapport à ces heuristiques, dans mon parcours d'apprentissage sur le sujet qui a commencé il y a 14 ans, j'ai retenu celle de Daniel Kahneman qui explique ces mécanismes en donnant une image d'un cerveau qui a deux vitesses. Donc la première, c'est très rapide, peu consommatrice d'énergie, et il l'a appelé le système 1. Et l'autre, il utilise notre cortex préfrontal, donc cette partie qui nous permet de faire de l'analyse, de la planification, de la priorisation, il l'a appelé le système 2. Alors, cette approche, elle facilite l'apprentissage des biais cognitifs. Mais si on veut réellement trouver des solutions, agir sur nos comportements, eh ben, je vous suggère plutôt l'école de docteur Jacques Fradin,
qui, au lieu de parler de système 1, va parler de mode mental automatique, et au lieu de parler de système 2, il va parler du mode mental adaptatif. La différence principale entre ces deux écoles, c'est que Daniel Kahneman, il ne détaille pas l'état de la personne devant une prise de décision, comme son état de stress, par exemple. Alors que le docteur Fradin, lui, le fait. C'est un détail primordial, de mon point de vue, si on veut réellement travailler sur nos processus de décision sans erreur de jugement. Alors bon, on fera toujours des erreurs, mais c'est important de comprendre qu'on peut en faire moins. Donc, si on reprend cette école de Fradin, il nous présente le mode mental automatique à travers trois gouvernances. Il appelle ça comme ça, les gouvernances du cerveau. Donc, on va parler de la gouvernance instinctive. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, lutte, fuite ou inhibition. Il va nous parler de gouvernance grégaire, de gouvernance émotionnelle. Dans cette approche, on ne se contente pas de constater, comme le fait Daniel Kahneman. On propose des techniques pour nous aider nous-mêmes d'abord, et puis aider les autres à ce qu'on appelle basculer dans un monde plus analytique et plus relativiste, qu'on appelle la gouvernance adaptative. Pardon. Donc, en d'autres termes, prendre une décision en situation de stress va favoriser les biais cognitifs, et c'est bien ce qu'on veut éviter. Donc, Donc, il faut retrouver son calme. Donc, devant une situation stressante, il faut d'abord réduire son niveau de stress. Et c'est une fois qu'on a réussi, grâce à des techniques, à réduire son stress, qu'on va pouvoir récupérer toutes nos capacités d'analyse et améliorer notre prise de décision. Alors, ça ne va pas forcément à tous les coups nous amener à la décision idéale, mais ça nous donne plus de chance. Ça paraît simple, mais du coup, on se demande pourquoi on ne le fait pas. Pour essayer de vous donner du concret à ce que je viens de dire, je vous propose une première expérience. C'est d'analyser cette photo, une vieille photo. Si vous essayez de regarder ce qu'il y a dessus, si vous la voyez bien, vous allez voir des personnages. Et si je vous dis qu'il y a un enfant dans cette photo, est-ce que vous le voyez? Vous me levez la main si vous la voyez. Non, personne ne réagit, donc ça veut dire que vous ne la voyez pas. Eh bien, si vous ne la voyez pas, c'est à cause de vos biais cognitifs. Et puis peut-être que parce que je vous dis qu'il y a un enfant et que vous ne le voyez pas, ça vous crée encore du stress. Et donc vous voyez, vous le verrez encore moins. Donc je vais vous aider, on va faire un traitement de photo. Et normalement, vous êtes capable maintenant de voir l'enfant qui est sur les genoux de son papa. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fourni de l'information supplémentaire à votre cerveau et il a arrêté d'être biaisé et de fabriquer un visage qui n'existe pas en fait dans la photo. Prendre conscience de ce que vous venez de vivre, si vous arrivez à le voir, l'enfant, parce que des fois, je suis assez surpris, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à le voir malgré tout. Cette expérience, eh ben, c'est le début de l'apprentissage pour travailler sur les biais cognitifs. Et c'est d'autant plus difficile qu'il existe une quantité énorme de biais cognitifs. On en recense à peu près 180. Et c'est d'autant plus difficile que ces biais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont inconscients. Et en plus, évidemment, on va en activer plusieurs en même temps. Donc c'est complexe, mais il ne faut pas vous décourager. Il y a des techniques pour arriver à essayer de débiaiser notre cerveau. Ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on en aborde trois dans un premier temps sur les 180, et je vais en évoquer quatre sur la partie résistance au changement. Donc le premier, c'est le plus connu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et c'est le plus simple aussi à comprendre. Et pourtant, il fait des ravages dans le domaine des fake news et même dans vos conversations à la machine à café ou dans votre sélection d'informations sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on cherche à argumenter un choix, une décision, le biais de confirmation va privilégier inconsciemment tout ce qui corrobore nos croyances. Et en plus, il nous pousse à ignorer ce qui pourrait nous mettre sur une autre piste. Si on prend l'exemple, si vous vous rappelez, en 2020, lorsqu'on parlait de vaccin, au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Peut-être que vous avez cherché à savoir sur Internet, et selon vos croyances, que le vaccin c'est bien ou que le vaccin c'est pas bien, ben, vous avez sélectionné, sans en prendre conscience, les informations sur Internet qui allaient corroborer votre croyance.
Et si vous observez aujourd'hui sur tout ce qui est géopolitique ou tout simplement tout ce qui est politique en France en ce moment, eh ben, vous allez choisir automatiquement sur Internet ou dans les informations à la télévision les arguments qui vont confirmer ce que vous croyez, ce que vous pensez être le mieux pour notre pays ou pour nos entreprises. Mais ce soir, je voudrais qu'on travaille sur la croissance externe. Si vous avez déjà réalisé une croissance externe, vous savez qu'il faut commencer par choisir une cible. Cette cible, quelquefois, c'est une opportunité. On n'a pas, tiens, elle se présente à nous, on va la prendre. Et quelquefois, enfin, la plupart du temps, c'est la résultante d'un choix parmi plusieurs possibilités. Et une fois que vous avez choisi, ben, vous pensez avoir choisi avec discernement. Sauf avoir été accompagné par un expert en stratégie et en neurosciences, vous avez forcément fait votre choix à travers ce biais de confirmation. Vous avez privilégié les informations qui correspondent le plus à votre idéal sans avoir fait un réel travail d'analyse stratégique. Alors que vous pensez que ce choix est cartésien, il est en réalité plus proche du jeu du hasard. Alors je sais, plein de gens ne me croient pas quand je dis ça, mais c'est mesuré scientifiquement. Est-ce que avez fait un mauvais choix pour autant? Ben ça, c'est l'avenir qui nous le dira ou qui vous l'a dit si vous l'avez vécu, puisque, encore une fois, en général, à part à 100% des cas, mais en général, c'est plutôt un jeu de hasard. Je vous propose maintenant de découvrir un autre biais qui s'appelle l'aversion à la perte et qu'on appelle aussi en économie le coût irrécupérable, le biais du coût irrécupérable. En économie comportementale, les coûts irrécupérables, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce sont les coûts qui ont déjà été engagés, ils seront jamais remboursables, ils ne seront pas récupérables. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'on craint de voir cet argent gaspillé. Si on prend l'exemple de l'acquisition, si vous faites une acquisition, par exemple, d'une entreprise via une LBO d'un montant de 5 millions d'euros, bon, tout se passe bien pendant 2 ans, mais quand vous regardez les résultats, la rentabilité, ben, vous apercevez que vous ne dégagez pas assez de cash pour rembourser les prêts. Alors, vous vous posez des questions, mais il y a votre équipe, là, surtout le directeur financier, qui vous dit il nous faut plus de temps et encore un petit peu d'argent et on va y arriver. Donc là, il vous demande de mettre sur la table 1 million d'euros. Quelle décision vous allez prendre? Bon, il n'y a pas assez d'éléments pour faire une vraie décision, mais c'est pour l'exemple. En tout cas, statistiquement, 8 décideurs sur 10 vont remettre de l'argent dans le projet plutôt que d'abandonner. Il y a fort de chances qu'ils soient victimes du biais de l'aversion à la perte. Sur ces 8 décideurs, statistiquement, 2 vont réussir, mais on ne sait pas vraiment si c'est parce qu'ils ont fait le bon choix ou si c'est la chance. Et 6 auront pris la mauvaise décision. Alors, ça ne veut pas dire que l'entreprise va capoter, etc., mais ils auront dépensé de l'énergie, de l'argent pour finalement obtenir pas grand-chose de plus qu'au départ. Et ça, c'est, encore une fois, c'est des statistiques. Prenons un autre exemple qui me tient à cœur. Ce soir, je voudrais vous parler de l'entreprise Colgate. Donc, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais c'est une grande entreprise qui existe depuis 1806. Cette entreprise, elle est connue pour son dentifrice qui rend les dents d'un blanc incroyable. Dans les années 80, Colgate a placardé dans les rues de toutes les villes, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou à la télévision, dans les publicités, son slogan pour rendre nos dents encore plus blanches. Ils nous ont bombardé d'images d'hommes et de femmes avec de larges sourires nous permettant de voir ces magnifiques dents. Puis, ils ont inventé un nouveau produit, le fil dentaire. Ils ont fait une campagne de publicité, mais ils ont fait une borne. Je vais vous présenter cette publicité. Est-ce que vous voyez cette borne? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour me dire où est le problème? Donc, quand vous êtes timide ce soir, je pense que la plupart d'entre vous avaient vu que dans ce magnifique sourire, il y a une petit bout de nourriture qui s'est coincée entre les deux dents. Hein, je pense que vous êtes tous d'accord. Par contre, moi, j'ai une question à vous poser, du coup, c'est à qui appartient cette main? Hop là, pardon, je me suis trompé. Et voilà, à qui appartient cette main?
En fait, ce que je veux vous dire à travers cette expérience, normalement, dans 99% des cas, vous avez fait tous la même erreur, vous avez subi le biais de l'ancrage. Le biais de l'ancrage, c'est la tendance à vous focaliser inconsciemment sur la première information importante. Ça s'appelle l'encre, pour ça qu'on appelle ça le biais de l'ancrage. Et là, ici, ce soir, l'encre, c'était la dent blanche. J'ai insisté là-dessus. Elle vous a fait privilégier, du coup, la petite erreur. Et vous êtes passé à côté de la grosse erreur. Ces comportements, eh ben, on va les retrouver dans l'entreprise, dans nos décisions, et on les retrouve énormément dans tout ce qui est processus de négociation. Donc, c'est important de savoir, comment dire, trouver des solutions pour débiaiser ces réflexes. Donc, je voudrais qu'on aborde les biais cognitifs dans un autre domaine qui est le processus de transformation stratégique. Pardon. Dans notre exemple d'aujourd'hui, donc Laurie Barneau qui est avec nous, lorsqu'elle a repris l'entreprise de son père, elle a voulu impulser des changements. Elle m'a dit, ces changements, elle en était convaincue. Elle parlera d'intuition, de vision. Et comme Laurie, la plupart des entreprises qui mettent en place des programmes de transformation, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces process, vous allez vous heurter à ce qu'on appelle la résistance au changement des employés, mais pire, des managers aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils résistent? Alors, avant de dire pourquoi ils résistent, je voudrais citer quelques biais qui sont les plus connus dans la résistance au changement. Donc, le premier, il s'appelle le biais de réactance. C'est tout ce qui va pousser l'esprit de contradiction. On a l'effet boomerang qui est extraordinaire. C'est plus j'argumente pour convaincre, plus l'autre réutilise mes arguments contre moi. Il y a un autre biais qui s'appelle le biais de statu quo qui finalement pousse les gens à rester dans leur zone de confort. Hein, pourquoi se mettre en danger et aller vers quelque chose que je connais pas alors que on a toujours fait comme ça et, et je me sens bien dans la façon dont on fait. Ces trois, ces trois biais cognitifs, ils cachent quelque chose. Ils cachent des peurs, du stress. Donc ça sert à rien de vouloir imposer. Tant qu'on ne va pas travailler sur le stress, on n'arrivera pas à convaincre. Un autre biais que j'aime bien citer, c'est le biais d'IKEA. C'est-à-dire quand on a une petite entreprise, au début, qu'on commence, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Ça peut être des méthodes, ça peut être un développement de logiciels, par exemple. Et quand on va grossir à l'issue d'une croissance externe, par exemple, si le patron il nous présente un nouveau logiciel standard du commerce, eh ben, nous, on va plutôt donner plus de valeur à ce qu'on a fabriqué nous-mêmes. C'est ce phénomène qui se passe. Et puis, ben, il y a aussi la version à la perte qui joue bien dans la résistance au changement, mais comme on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas en parler tout de suite. Donc, comment expliquer que tant de personnes vont naturellement résister au changement? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ces changements vont leur provoquer des peurs, vont leur provoquer du stress. Et c'est là que l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Fradin propose des solutions basées sur le combat de nos comportements primitifs. Il nous propose des techniques, des solutions pour trouver ce qu'on appelle une bascule pour lutter contre ces réflexes primitifs que je rappelle sont le réflexe de survie instinctive, nos émotions, les comportements sociaux. La bascule, c'est quitter ces réflexes primitifs pour arriver vers quelque chose de plus analytique qu'on appelle le mode mental adaptatif. Donc, pour pallier à tous ces risques qui sont liés enfin, qui finissent par nous provoquer des erreurs de décision, il existe d'innombrables solutions. Beaucoup d'entre elles ont un point commun, c'est la prise de décision collective. Bon, je le citais tout à l'heure avec la carte n'est pas le territoire. Mais attention, cette solution, elle n'est pas miracle, car le groupe peut aussi être biaisé. Je vous cite prendre deux biais dans deux groupes, c'est le biais de cascade. Donc ça, c'est le phénomène quand quelqu'un va construire son avis par rapport à l'avis qui vient d'être dit par l'autre. Et comme ça, on va accumuler ses avis, mais en fait, ils sont pas réfléchis, ils sont en fonction de ce que dit l'autre. Et ça, c'est dangereux quand on veut construire une
discussion critique et arriver à une négociation. Il y a un autre biais qui s'appelle le biais de conformité. C'est celui qui a peut-être un avis, mais il préfère se conformer aux avis des autres parce qu'il ne veut pas paraître le troublion de la banque. En fait, on est là en présence de ce qu'on appelle chez Fradin une dominance grégaire. Elle nous pousse à nous intégrer au groupe plutôt que de donner notre avis. Mais il y en a d'autres. On peut aussi avoir une dominance comment de marginalité. Je ne veux pas faire comme les autres, etc. Donc, tout ça, il faut savoir que ça existe et ça peut se gérer quand on est manager, si on a été formé, ou ça se gère en étant accompagné. Donc, les techniques que je vous propose de retenir pour ce soir, parce qu'il y en a plein d'autres, mais c'est déjà, quand on veut analyser une situation pour prendre une décision, il faut s'appuyer sur des faits et rien que des faits. Ça, c'est une technique qui est utilisée par les journalistes. Ils connaissent bien cette façon de faire. Pensez-y. Aussi, quand on essaye d'analyser une situation, il faut abuser de questions ouvertes pour récupérer un maximum d'arguments de toutes les personnes. Mais en même temps, il faut apprendre à ne pas filtrer de façon automatique ces informations. On a parlé des confirmations tout à l'heure. Il y a une autre technique un peu plus compliquée, mais que j'aime bien parce que comment dire, quand on la pratique, elle est très efficace, c'est le changement d'angle de vue. Le cinéaste connaît bien cette technique. Et enfin, ben, pour rejoindre l'approche neurocognitive et comportementale, il faut intégrer la gestion du stress pour aller vers une bascule mentale, pour éviter que les managers, surtout les managers du CODIR, n'aillent prendre des décisions sous stress. Donc en conclusion, moi j'ai que deux choses à vous dire, c'est formez-vous ou faites-vous accompagner par des experts qui maîtrisent les neurosciences cognitives. Ça me paraît important. Il y a enfin, surtout sur des enjeux importants, hein. Si la décision c'est de choisir la couleur de la machine, vous oubliez mes conseils. Mais si l'enjeu, c'est quelques milliers d'euros, réfléchis-y. Moi, j'ai quelques expériences là-dessus. C'est primordial. Là, je vous ai mis un transparent, juste, on ne va pas trop le développer, mais ce transparent montre juste les différentes dimensions du mode automatique qu'il faut apprendre à basculer. Si on prend le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la routine. C'est tout ce qui induit nos automatismes et qui vont engendrer le biais de statu quo. Et la bascule, bah, c'est de susciter la curiosité chez l'interlocuteur et de le faire jusqu'à ce qu'il ait une autre vision que son réflexe de dire non, moi, ce que je fais, je le fais depuis des années et j'en suis content. Donc, vous pouvez constater par transparent que le programme est très vaste. Donc voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous voulez aller plus loin, si tu me le permets, Jean-Noël, j'ai un livre que j'ai écrit qui est disponible et j'ai une formation également sur 2 jours pour aller plus loin sur ce thème. Donc je vais laisser la parole à Laurie. Juste avant que Laurie prenne la parole, déjà merci beaucoup Thierry pour ces éclairages. Hein. Pour ceux qui participent et qui au webinaire, si vous avez des questions, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre la parole. Vous pouvez aussi écrire sur le chat et du coup, voilà, on pourra dire à Thierry après que Laurie se soit exprimée, bah, les questions, voilà, les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir davantage de réponses. Laurie, à toi. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, suite au biais cognitif, moi je voulais vous partager ma petite expérience sur la résistance au changement principalement, parce que donc en effet j'ai repris l'entreprise de mon père ces dernières années. En arrivant, j'avais plein d'idées, je voulais mettre en place pas mal de choses et j'ai eu quelques événements qui m'ont un petit peu refroidi, qui m'ont un petit peu calmé dans mon élan, on va dire. Donc, un qui m'a particulièrement interpellée, c'était un des managers qui était présent, qui m'a un petit peu cassé dans mon élan alors que je voulais déployer des choses, qui m'a dit assez rapidement que c'est pas parce que je venais d'arriver dans l'entreprise que je connaissais tout
justement parce que je venais d'arriver dans l'entreprise, que je connaissais pas tout et que donc je pouvais pas tout faire et tout modifier d'un coup. Donc, ça m'a un petit peu cassé l'énergie. Et enfin, un autre manager qui, malgré toutes les choses qu'on a essayé de mettre en place, a dit de manière régulière et régulière de toute façon, il n'y a rien qui change, de toute façon, il n'y a rien qui change, ça fait plein d'années que tu es là maintenant et il n'y a rien qui a changé. Alors qu'en fait, c'était le premier à freiner quand on disait, bah, du coup, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Et en fait, il voulait rien faire pour essayer d'évoluer. Donc, je pense que c'est particulièrement vrai dans des entreprises un petit peu anciennes. Nous, on a un gros historique d'entreprise, parce que l'entreprise qui date de 1983. Les gens sont là depuis longtemps. J'ai une très grosse ancienneté dans l'entreprise. Globalement, on va dire la moyenne, c'est autour de 20 ans d'ancienneté. Il y a quelques récents depuis, on va dire, l'année dernière, parce que forcément, j'ai quelques départs à la retraite, donc il y a quelques nouveaux. Mais pendant longtemps, l'ancienneté était autour de 20 ans. Et d'ailleurs, le changement là, de paradigme sur passer sur des nouveaux est assez difficile également, parce qu'il y a vraiment des mentalités un petit peu différentes. Pour le coup, je trouve que ça se passe mieux maintenant parce qu'on a intégré plusieurs nouvelles personnes, alors qu'au début, quand il y avait juste une seule personne nouvelle, c'était très difficile pour elle de s'intégrer. Alors que maintenant, il y a peut-être une dizaine de personnes, après ils ne sont pas tous restés, mais une dizaine de personnes qui a été embauchée l'année dernière. Du coup, ça a créé un nouveau groupe qui a plus de possibilités pour s'imposer. Et mine de rien, il y a un petit peu moins de résistance au changement de la part des autres. Donc voilà, donc c'est un petit peu lourd. Et je reviens sur ce que disait Thierry tout à l'heure sur le spécifique et le standard. Typiquement, en ce moment, on est en train d'étudier le changement de RP, parce que celui qu'on a, il date de 2005. Et du coup, il est un petit peu dépassé. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire avec. Et, et en fait, forcément, on est tellement habitués, enfin, les gens qui sont dans l'entreprise sont tellement habitués à celui qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, tous les autres qu'on nous présente, c'est moins, c'est moyen, ils n'arrivent pas à voir les avantages. Il y en a un qui a dit qu'en fait, globalement, il n'y avait aucun avantage à celui qu'on avait, il était bien mieux, il voulait le garder. Il dit qu'en fait, c'était juste pas possible. Et, euh, et un autre qui m'a dit que ça serait peut-être intéressant qu'on développe nous-mêmes le RP parce que au moins on sait exactement ce qu'on veut. Sauf que c'est difficile de développer un ERP. Il y en a certains qui sont faciles dans le métier. Donc, en fait, ce sont quand même des solutions qu'on ne peut pas envisager. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les instants d'arriver à faire changer les gens. Et c'est pas encore fini, hein, clairement. Donc, voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur tous les biais cognitifs, moi, j'ai eu pas mal de réactance. Je trouve que c'est ça le premier, là où, en fait, plus on essaie de convaincre, plus les arguments, ça marche pas, clairement. Et j'ai pas mal aussi de statu quo de en fait pourquoi on changerait alors que ça marche très bien jusqu'à maintenant. Oui, certes. Donc si on veut changer, il faut étudier pourquoi c'était fait comme ça à l'époque, parce qu'en effet, si c'était fait comme ça à l'époque, il y avait sûrement un intérêt. Mais par contre, ça a sûrement évolué entre-temps, donc peut-être se poser la question si c'est toujours d'actualité. Et c'est laborieux. Les nouveaux ont tendance à vouloir tout bouger, mais par contre, pour le coup, ils ne réfléchissent pas forcément au process et aux impacts sur l'activité, tandis que les enseignants sont outrés quand on veut changer des choses, globalement. Donc, bon, après là, je pense que ça rentre aussi dans d'autres sujets de... C'est même pas d'histoire de génération, parce qu'on a des gens de toutes les générations, mais vraiment, ouais, de mentalités différentes et que là, nous, on est une entreprise familiale, les gens, ils sont ensemble depuis 20 ans en ayant eu des, des hauts et surtout des bas qui les ont beaucoup, beaucoup soudés, qui les ont, je pense, à la fois amené des grosses adaptations à un moment et aussi maintenant une peur un petit peu de nouvelles choses et de vouloir se relancer. Voilà globalement un petit peu ce que je voulais dire par rapport à mon expérience sur ça. Après avoir tiré s'il y avait d'autres questions, d'autres sujets à aborder par rapport aux différents biais, par rapport à ce qu'on s'était dit. Hmm. Non, effectivement, ben, le témoignage
et intéressant. Et je ne sais pas ce que les autres dirigeants en pensent, mais quand on discute sincèrement avec des dirigeants qui ont suivi ce genre d'évolution, surtout dans le domaine de la transmission d'entreprises parentales, eh bien, on retrouve exactement la même chose, hein. C'est pas exceptionnel. Je m'en Donc, doute. bon, de dire ça, ça peut faire du bien, mais ça suffit pas pour résoudre les problèmes. Par contre, par rapport à ce que j'entends, et fortement conseillé, ben, c'est par exemple, j'ai entendu un certain essaye enfin, vous comprenez pas pourquoi les gens comprennent pas, pourquoi ils changent pas. Mais en fait, l'idée, c'est pas de changer les personnes. Mm. C'est les personnes qui font de la résistance au changement expriment des peurs et ne pas les entendre et les comprendre, eh ben, on accentue leur peur. Et c'est pas en leur disant, mais je comprends pas pourquoi tu comprends pas qu'on va résoudre le problème. Enfin, je caricature, hein, je parle pas de l'entreprise de Laurie spécifiquement, mais c'est quand même le réflexe qu'on voit souvent. Alors, je sais, on considère qu'on n'a pas le temps, et donc on veut aller vite et on se dit, tiens, j'ai embauché des nouveaux cerveaux là, qui sont bien frais et qui ont envie, donc allons-y. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de nos anciens ou pas? Et je pense que la question, c'est oui. Donc, il ne faut pas les laisser sur la touche. Ça fait partie de la stratégie RH. Et hélas, j'espère qu'ils m'en voudront pas, les RH, mais ils ne sont pas toujours formés aux neurosciences. C'est pour ça que bah, ça vaut le coup de dépenser un petit peu d'argent pour être accompagné. Et être accompagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer aux dirigeants bah, qu'est-ce que ça veut dire introduire les neurosciences cognitives et comportementales et faire une sorte de coaching, d'accompagnement. Ça peut se faire soit en groupe, soit individuellement selon le niveau. On peut même mesurer hein, ce niveau de peur parce que plusieurs personnes vont avoir peur, mais chacun ne va pas avoir les mêmes raisons. Et donc, faire un travail de groupe, c'est le début, mais peut-être que si ça ne suffit pas, il faut s'occuper de chacune des personnes. On ne peut pas laisser les anciens qui ont de l'expérience sur le carreau. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter et il faut les rassurer. C'est primordial pour réussir comment, une transformation, tout simplement. Que ce soit du logiciel, que ce soit de nouvelles façons de manager, hein. Moi, je prends un exemple dans mon entreprise. Mes managers avaient plutôt des techniques anciennes. Quand j'ai essayé de leur apprendre des techniques plus modernes, tout le monde n'a pas sauté de joie tout de suite, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est long. Même si on est pressé par le marché, il faut quand même prendre le temps de s'occuper, voilà, c'est mon avis, hein, de nos salariés parce qu'on ne peut pas faire avancer notre entreprise sans eux et on ne peut pas changer de salarié toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Donc, il existe des techniques qu'on appelle les neurosciences cognitives et comportementales ça fait d'extraordinaires comment dire, avancées. Et en fait, c'est pas des techniques qui viennent d'arriver, hein. C'est des techniques qui existent. Le docteur Fradin que je vous ai cité, c'est plus de 30 ans d'études là-dessus, hein. Donc, c'est pas des rigolos qui sont arrivés avec des grandes idées et puis je vais essayer de les vendre. Non, c'est des gens sérieux qui ont fait des études scientifiques. Donc, les études scientifiques, ça veut dire qu'il y a des démonstrations. Ça ne veut pas dire que ça marche à 100% des cas, mais ça veut dire que c'est significativement acceptable. Et ça fait plus de 15 ans qu'en Belgique, au Luxembourg et au Canada, qu'on l'introduit dans les entreprises. En France, ça commence à venir dans certaines entreprises du CAC 40. Je ne vais pas citer parce que c'est enregistré, mais je ne vais pas leur faire de la pub. Mais en tout cas, dans les PME, on est loin, loin, loin de tout ça. Et c'est pour ça que je manifeste par des conférences, que j'essaye de bousculer nos idées reçues et nos idées cartésiennes. Il y a plein de choses à faire. Voilà ce que je Ouais, pouvais rajouter. ouais, merci beaucoup Thierry et merci Laurie pour ton témoignage.
Moi, j'aurais une remarque à te demander. Est-ce qu'il faut pas, comment dire, est-ce qu'on peut pas tout mettre sur le dos aussi des biais cognitifs? Parce que la résistance au changement, est-ce que ça peut pas parfois être lié à un manque d'adhésion, un manque de clarté dans le projet? Et c'est pas forcément lié à des biais cognitifs. Hein, pour moi, le biais cognitif, dans ce que tu nous as énoncé, il y a par exemple, j'ai le biais de cascade. Je l'ai vraiment vécu quand on fait des débriefings de réunion, par exemple. Après une opération ou une action, si on prend pas garde de demander aux participants de faire des débriefings individuels, c'est vrai que très vite, on a cet effet miroir où le premier prend la parole et le deuxième dit oui, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit mon voisin et ainsi de suite. On a un vrai biais de cascade. Mais est-ce que dans la résistance au changement et dans les freins au changement, il n'y a pas parfois aussi voilà, un besoin d'aller chercher l'adhésion des salariés, des collaborateurs, et il s'agit pas forcément d'un biais cognitif. Alors, je l'ai dit, hein, attention, tout n'est pas biais cognitif, puisqu'on a vu que le cerveau, il faisait des choses à notre insu et que c'est pas forcément un biais cognitif, mais, mais pareil, tout ce qui est nos comportements liés aux peurs, au stress, c'est pas que du biais cognitif. Si c'est que vous avez compris, je me suis mal exprimé. Mais aller chercher l'engagement, l'adhésion des gens, si on ne prend pas en compte bah, leur façon d'interpréter la situation, que ce soit un biais, que ce soit un réflexe primitif, bah, ça sera peine perdue. Vous allez perdre du monde. Donc évidemment, on ne sera jamais tous des experts en neurosciences, mais savoir Et du coup, euh, comment on arrive à détecter le biais cognitif? Alors, est-ce que tu as des conseils pour aider Laurie, par exemple, ou même des participants qui assistent au webinaire à détecter et bien identifier le biais cognitif? bah, alors d'abord, et s'il y en avait qu'un seul, ça serait facile. Non, mais Il il y en a, suffirait ouais, on a vu qu'il y en avait beaucoup. Ouais. d'avoir une recette. Donc non, en fait, l'idée, c'est quand je dis qu'il faut se former, ben, quand on se forme, on apprend des techniques pour les mettre en avant, on essaie de les isoler, mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit, c'est que c'est des façons de travailler, des façons d'être qui font qu'on va essayer de les biaiser. Euh, Quand quelqu'un, par exemple, va sortir tous les arguments qui l'intéressent pour garder le logiciel de l'ERP de 2005, et puis l'autre va prendre des arguments pour dire, ben non, il faut aller sur Salesforce parce que c'est le meilleur. Merde, j'ai fait de la pub. Euh, eh bien, il faut amener, quand on est animateur, à essayer chacun de pousser son argumentation plus loin. Donc, OK, toi, tu choisis cette solution pour tel type d'argument, mais imagine que ton choix, il soit pas bon. Essaye de trouver des arguments qui nous démontreraient que ton choix, il n'est pas bon. Et puis, en faisant des séances comme ça, eh ben, on va s'apercevoir enfin, il faut aussi que les gens soient ouverts à ce type de travail. Et c'est une culture à développer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en forçant les gens à essayer de changer d'angle, à essayer de trouver d'autres arguments, moi je fais ça avec des post-it, enfin, il y a des techniques de management qui sont assez intéressantes et, et on arrive à améliorer en fait, la perception de chacun et à convaincre plus de gens. On n'arrive jamais à convaincre tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont vraiment têtus, mais on voit comme ça, selon l'enjeu hein, de la décision, on va y mettre plus ou moins d'énergie. Et c'est des techniques, donc vous les donnez comme ça tout de suite, c'est complexe, mais comment dire, l'idéal, c'est pas tellement de retrouver les biais par-ci, par-là, c'est plutôt de trouver des méthodes de travail qui vont nous permettre, sans le savoir, qu'on est en train de débiaiser en fait nos arguments et notre façon de décider. Ok, donc est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Donc, il y a eu des réactions plutôt positives hein, sur le contenu des slides et des diapos que tu as présentés. Là, je vois une question qui dit finalement, qui revient un peu à celle que j'ai posée, c'est comment vous avez opéré pour mettre en place le changement?
Donc, c'est une question qui s'adresse à Laurie ou à moi? C'est à Laurie, oui, que ça adressé, je pense. C'était la suite de D'accord. l'intervention de Laurie. Pardon, merci. Euh, alors, ça s'est pas fait en une fois, clairement. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il y a des personnes qui voulaient vraiment pas changer ou qui étaient vraiment bloquées, qui sont parties. Mine de rien, ça a quand même aidé à soulager un petit peu l'atmosphère, à faire évoluer les choses. Justement, des nouvelles personnes qui ont ramené un petit peu plus de sang frais et aidé à avoir d'autres visions. Et pour le coup, moi, j'ai une super RH qui aide beaucoup à créer du lien et qui est très forte pour faire parler les gens et arriver à leur faire dire quels sont les freins et aller les chercher sur leur blocage. Donc, ça met beaucoup de liens et ça aide à faire passer les choses. Et j'ai aussi mis pas mal de groupes de travail en place, typiquement en, en sortie de CPA, là, en travaillant, toute la partie réflexion stratégique se fait en équipe avec tous mes managers. Et je trouve que ça aide beaucoup à permettre de voir les différents sujets. Même si, pour le coup, là, on voit aussi tous les biais de confirmation où ils ont tendance à rester sur ce qu'on fait à l'heure actuelle. Et c'est difficile pour eux de voir les autres. Fait, oui, mais à l'heure actuelle, on peut pas faire ça, machin. On peut pas, on est avec le nombre de personnes. Je fais, non, mais en fait, on n'en est pas là. On en est juste à savoir qu'est-ce qui existe. On balaye au large tout ce qui est possible, le mettre en place. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu justement ces échanges et les différentes personnalités aussi, selon sans que ce soit cliché, mais on se rend compte que si, comment dire ça, les personnes plus ingénieurs, plus, je dirais, plus bleues, pour parler en disque, ont tendance à être plus résistantes des fois aux changements et à avoir du mal à avoir les modifications, les évolutions. Alors d'autres personnes seront peut-être un peu plus moteurs. Donc des fois, c'est aussi arriver à s'appuyer sur ces gens qui sont un peu plus moteurs pour faire évoluer les choses. Mais clairement, le changement, ça se fait petit à petit. Je pense que c'est pas possible de tout faire d'un coup, en tout cas, pas quand il y a autant de résistance. Et il faut des fois à la fois bouger un peu en leur disant qu'il faut évoluer et à la fois arriver justement à traiter un peu les différentes peurs et les accompagner. Mais des fois, enfin, pour moi, faut aussi il a fallu secouer certaines personnes pour arriver à les faire bouger. Donc, si j'ai bien compris, vous avez utilisé la méthode DISC pour cerner Bah, les profils de chacun? ouais, pas forcément utilisée, mais c'est plus que je la connais un petit peu et il y en a certains, je dirais pas que c'est des caricatures du disque, mais c'est plus facile de les reconnaître dans la méthodologie. Il y en a certains, ils sont plus dans plusieurs couleurs, on va dire, puis il y en a certains, c'est des bleus quasi exclusifs, on va dire. Du coup, c'est plus facile de les voir et je trouve que c'est plus difficile de les faire évoluer, personnellement. Mais bon, ça vient peut-être de mes propres couleurs aussi. Et, et pourquoi ne pas utiliser réellement la méthode DISC Parce pour... que je la connais pas suffisamment, je pense, pour le coup. Parce que je sais juste discerner les profils. Et après, par contre, pour savoir les amener à changer et à entendre, pour le coup, je suis pas allée jusque-là sur la formation, donc je la connais pas assez. Mais en effet, je pense que c'est la suite de la formation, ça arrive justement à savoir communiquer correctement avec les différentes couleurs. Et je suis pas allée jusque-là, je suis juste allée sur la partie définition des profils. C'est déjà précieux, hein, c'est déjà important de savoir Ouais. avec qui on travaille, qui est qui se cache derrière chacun des collaborateurs. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et puis le deuxième volet, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ton témoignage, c'est effectivement le fait de faire participer finalement le plus largement possible les collaborateurs Mm. à la définition du cap de la stratégie. Ça doit délier les langues, ça va permettre de voir que finalement, on n'a pas le choix, il va falloir changer. Donc, ouais, ça doit, ouais, bravo. Mais c'est la même chose pour le RP, pour tous, tous les managers concernés, toutes les équipes, je les ai tous mis ensemble pour qu'ils soient tous là pour les démos et pour décider. À un moment comme ça, c'est tout le monde qui a la possibilité de donner son avis. Et c'est
on va dire plus la partie stockage et magasin qui a du mal à bouger. Alors moi, je lui dis, mais en fait, de toute façon, on n'a pas le choix de changer. Donc en fait, vaut mieux que tu participes au choix, parce que sinon tu seras forcément frustré pour la suite. Mais dans tous les cas, il faut qu'on change, parce que de toute façon, on n'a plus de support et il y a trop un risque sur ça. Donc en fait, plus tôt tu participeras, tu donneras ton avis, et moins tu subiras le choix qui sera fait. bien Après, sûr. savoir s'il a entendu. Mais pour le coup, il est un petit peu moins réfractaire maintenant. Donc ça a peut-être ça a peut-être marché un petit peu. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Thierry ou à Laurie ou aux deux? Hein, parce que bon, je vais pas. N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire sur le chat. Hein, je lirai ce qui sera écrit. Est-ce que Thierry a quelques mots de conclusion sur ce thème? Eh bien, non, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous et j'espère que ça vous a donné envie de travailler et d'aller un peu plus loin. Et si c'est le cas, ben, j'aurai réussi ma soirée. Ok, bah écoutez, merci à Thierry d'abord, voilà, pour la préparation, la Avec présentation, plaisir. l'explication, les éclairages sur les biais cognitifs. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant. Là, j'ai une question. Pouvez-vous proposer des supports pour commencer à se familiariser? Est-ce que Thierry, tu peux proposer au-delà de ton livre que tu as présenté, est-ce qu'il y a, voilà, des choses que tu peux conseiller, toi qui as fait 14 ans de navigation sur ce thème-là? Alors, je conseille fortement mon livre, dans lequel je décris une trentaine de biais dans le monde de l'entreprise et je propose quelques D'accord. méthodes Mais sinon, il faut lire. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Il y a un monsieur qui est un de mes profs de stratégie qui s'appelle Olivier Sibony de HEC Paris, qui écrit quelques livres en vulgarisant bien le sujet. Après, pour monter d'un cran, il y a les livres de Daniel Kahneman que j'ai cités, et surtout ce qui est neurosciences cognitives et comportementales, bah, de Dr Stradin écrit énormément de livres sur le sujet. Alors là, c'est un niveau un peu plus complexe. Mais donc voilà, en crescendo, je vais préconiser Olivier, Daniel et après Jacques Fralin. Et puis, n'oubliez pas le mien. Ouais, ouais. Ok. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci beaucoup Laurie pour ce très beau témoignage incarné et sincère, avec des résultats, voilà, qui prennent forme. Merci à tous les participants. On enverra donc l'enregistrement à tous ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire, en précisant les auteurs que Thierry a proposés, a conseillés, et bien sûr les supports, les diapos qui ont été présentés. Je vous souhaite un très bonne soirée, très bon week-end à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir à Au tous. revoir, Au merci. revoir.